Bonjour à tous, vous regardez sur le web, merci d'être avec nous au programme. Aujourd'hui, le recrutement des djihadistes français pour la Syrie via Internet, une publicité choc contre le téléphone au volant et une solution, peut-être, contre les téléphones portables déchargés. Reste avec nous, on commence tout de suite. Il y a quelques semaines, l'armée israélienne a dû faire face à une rébellion en ligne de plusieurs centaines de ses soldats qui protestaient sur Facebook contre l'expulsion d'un soldat combattant de son unité après qu'il ait eu un comportement jugé violent par ses supérieurs. Cet incident a mis une fois de plus en avant le besoin pour Tsahal d'édicter de nouvelles règles concernant l'utilisation des réseaux sociaux par ses recrues. Il faut dire que ce n'est pas le premier scandale qui mêle soldats israéliens et Internet. À l'avenir, les futurs soldats recevront des cours pour comprendre à la fois les dangers d'Internet, mais également de la publication d'informations sensibles sur les réseaux sociaux. Mais ils devront aussi se soumettre à plusieurs règles, dont celle-ci, vous allez voir à l'écran. Interdiction aux commandants d'être amis avec leurs soldats sur Facebook, vous le voyez. Interdiction également d'aimer des posts, des articles ou des photos contraires aux valeurs de Tsahal et à la dignité humaine, c'est un peu vaste. Le recours à WhatsApp pour transmettre des ordres doit être évité. Et enfin, interdiction de mettre des photos dénudées sur les réseaux sociaux. Évidemment, on verra comment ces règles pourront être appliquées dans la réalité. Sur un autre sujet, les publicités pour la sécurité routière, on en a vu de toutes les sortes depuis des années. Mais ce que vous allez voir repousse clairement les limites. La scène se passe dans un cinéma de Hong Kong. Les spectateurs présents dans la salle sont placés dans la tête d'un conducteur au volant de sa voiture sur une route de campagne. Pendant la diffusion de la vidéo, une personne va utiliser un appareil pour faire sonner tous les téléphones portables des personnes se trouvant dans la salle. Les spectateurs, évidemment, vont regarder leur téléphone portable et ne pas voir arriver l'accident à l'écran. Le message est simple, le mobile est maintenant la principale cause de mortalité au volant. Gardez les yeux sur la route. Alors, on vient à notre dossier du jour. Notre dossier du jour est inspiré de la tuerie dans le musée juif de Bruxelles. Je vous rappelle que le 24 mai dernier, un homme est entré dans le musée et a ouvert le feu. 3 personnes sont décédées sur place et une 4e plus tard a succombé à ses blessures. Le principal suspect de cette affaire est un Français, Mehdi Nemmouche. Selon certaines sources, il se serait radicalisé au cours de plusieurs séjours en prison, mais aurait également fait un séjour en Syrie, ce qui explique les images que vous avez vues, séjour en Syrie au cours duquel il aurait combattu auprès de djihadistes. On parlait depuis longtemps du danger que pouvaient constituer les Européens qui partaient combattre en Syrie et qui ensuite revenaient dans leur pays d'origine. La menace s'est donc concrétisée avec cet attentat, mais certains craignent que le pire soit encore devant nous. Regardez ces chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur français. Il y aurait 285 Français présents sur les territoires syriens, soit une hausse de 75% du nombre de Français en Syrie en quelques mois. 120 candidats au djihad en Syrie en transit entre la France et la Syrie. Et une centaine de djihadistes français sont déjà revenus de Syrie. 25 d'entre eux ont été tués en Syrie, vous vous en doutez. Ce qui nous intéresse dans ce dossier, c'est évidemment le rôle que joue Internet. On le sait aujourd'hui, c'est par les réseaux sociaux que se fait l'essentiel du recrutement des djihadistes français candidats au départ pour la Syrie. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir par Skype David Thompson. Bonjour. Bonjour.
Vous êtes l'auteur du livre Les Français djihadistes, publié aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous décrire comment se passe le recrutement des djihadistes sur Internet ? D'abord, c'est une prédication djihadiste assez importante sur les réseaux sociaux, avec des pages Facebook, des comptes Facebook tenus par des combattants qui sont eux-mêmes sur le front et qui postent leur activité, leur quotidien sur Internet. Donc, ça a un effet de fascination assez important sur beaucoup de jeunes restés à l'arrière du front, en terre de mécréance, selon l'expression, que ce soit en Occident ou ailleurs dans le monde. C'est simplement, voilà, le but, c'est d'inciter à rejoindre les jeunes et ça marche très bien. Alors, le ministère de l'Intérieur français souhaite couper l'accès à la propagande islamiste que vous venez de décrire sur Internet. Est-ce que vous pensez que c'est faisable ? Non, pas du tout, et j'irais même jusqu'à dire que je pense que finalement les autorités n'ont jamais vraiment eu l'intention de le faire parce que c'est là qu'elles recueillent une grande partie de leurs renseignements et des preuves qui sont ensuite utilisées contre les jeunes au moment de leur retour, si jamais ils rentrent, des preuves qui servent pour des procès tout simplement. La justice elle-même ne le cache pas, plusieurs fois des juges antiterroristes français ont pu dire que quasiment 80% des preuves dans les affaires liées à des actions djihadistes sont réalisés avec des preuves qui sont obtenues sur Internet. Donc, même si ce débat revient constamment dans les médias en France, après chaque affaire, chaque opération armée menée par un djihadiste en France, on parle d'interdire ces sites, on parle de légiférer, de tenter d'empêcher cette prédication djihadiste sur Internet, mais en réalité, le gouvernement ne le souhaite pas. Et de toute façon, ce serait presque impossible, puisqu'aujourd'hui, cette prédication ne se fait pas sur des sites déterminés, elle se fait sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Dailymotion, sur YouTube. Donc, c'est quasiment impossible à empêcher et à réguler. Mais ce que vous dites, c'est que non seulement c'est impossible, mais ça rend service à la justice, ces sites-là. Oui, tout à fait. Et la justice ne s'en cache pas, les djihadistes le savent. De toute façon, beaucoup d'entre eux ont pu déclarer leur flamme pour Oussama Ben Laden, pour Mohamed Merah. Ça n'a pas empêché grand monde de partir en Syrie parce que également, pendant un certain temps, jusque maintenant, ce n'est plus trop le cas, mais jusqu'on va dire au mois d'avril, et le plan anti-djihad qui a marqué un changement dans la stratégie française, les autorités ne cherchaient pas vraiment à empêcher tous ces jeunes de partir. Elles ne cherchaient pas non plus à limiter leur prédication sur Internet, même quand ils étaient encore en France. Finalement, la ligne rouge, en général, quand les autorités passaient à la phase arrestation, si j'ose dire, c'était parce qu'un jeune avait franchi la ligne jaune qui était celle d'appeler à faire des opérations armées sur le sol français. Mais pour ce qui était des appels au djihad à l'étranger, en général, ce n'était pas réprimé par les autorités. Alors vous dites que les autorités n'ont pas franchement la volonté de surveiller Internet ou d'arrêter plutôt les sites islamistes. Il y a un autre problème, c'est la capacité des autorités françaises. Je vais vous lire, si vous voulez bien, l'extrait d'une déclaration du juge Marc Trévidic, qui est au pôle antiterrorisme du TGI de Paris. Dites-moi si vous êtes d'accord avec lui. Les candidats au djihad sont trop nombreux pour qu'on puisse gérer cela efficacement. D'ordinaire, chaque lieu de djihad attire une quarantaine d'illuminés, mais le mouvement actuel massif est le symptôme d'une radicalisation plus vaste, facilitée par Internet. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr. Si on prend les chiffres, si vous voulez, si on compare par exemple la situation avec d'autres terres de djihad, d'autres époques, la plus emblématique, évidemment la plus connue, c'est celle de l'Afghanistan. Sur deux djihads afghans, sur plus de 10 ans, on n'a jamais comptabilisé plus d'une quarantaine de Français qui se sont rendus sur cette zone. Aujourd'hui, on est sur des ampleurs qui sont plus de 10 fois supérieures, donc c'est un phénomène qui, par son ampleur, est totalement inédit. C'est un phénomène qui... Vous êtes d'accord avec les chiffres avancés par les autorités ? Ou vous pensez qu'ils sont minimisés ? Non, alors les autorités ont longtemps minimisé ces chiffres. Aujourd'hui, ces chiffres sont tout à fait fiables. On est sur une fourchette d'environ 700 personnes concernées. Ça veut dire en gros 500 qui sont sur place. Ça veut dire 300 à peu près qui sont les armes à la main. Et le reste, on va dire que c'est les femmes et les enfants qui en général, qui dans la quasi-totalité des cas, ne combattent pas. Donc les chiffres aujourd'hui qui sont donnés par le ministère de l'Intérieur me paraissent tout à fait fiables. Une dernière question, David. De voir autant de ressortissants français partir en Syrie, qu'est-ce que ça dit de l'état de la société française ? Ah, là vous posez une question qui n'est plus de mon ressort. C'est vrai que ce qu'on peut considérer, effectivement, c'est que c'est un phénomène qui est inédit. Évidemment, pour beaucoup de ces jeunes, il y avait une frustration qui était sociale. Et un jeune m'a dit avant de partir, l'islam nous a rendu notre dignité parce que la France nous a humiliés. Il y avait une frustration religieuse, l'impression de ne pas pouvoir pratiquer sa religion correctement, une frustration identitaire. Il y a beaucoup de choses aussi
aussi, mais ça concerne finalement, c'est un phénomène mondial, parce que si vous prenez aujourd'hui des pays comme le Maghreb, où on peut dire qu'il y a moins de discrimination religieuse, par exemple, enfin, c'est encore à débattre, mais là aussi le phénomène est très fort et même beaucoup plus fort. Si vous regardez par exemple le simple exemple de la Tunisie, par exemple, on est sur à peu près 2000 combattants djihadistes tunisiens qui sont en Syrie, pour un pays de 10,5 millions d'habitants, un pays musulman. Donc c'est très difficile de tirer des enseignements sur la société à partir de cela. Bien sûr. Merci infiniment David Thompson d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre, Les Français djihadistes, publié aux éditions Les Arènes. On voit la couverture de ce livre à l'écran. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Allez, on reste en France. Dans les grandes écoles, les week-ends d'intégration des nouvelles promos en début d'année sont des rites de passage obligés. L'ambiance est généralement bon enfant, festive, mais plusieurs cas de dérapage et de bizutage ont également fait la une des JT au cours des dernières années. Il y a d'ailleurs quelques jours à peine, 3 mois de prison avec sursis ont été requis contre 4 jeunes hommes pour des faits de bizutage et de violence aggravées. Selon l'enquête, ces jeunes auraient forcé un étudiant qui souhaitait intégrer leur association à boire une bière et un verre de vodka cul sec, puis à se déshabiller et à se mettre à genoux, avant d'avoir les mains entravées avec un manche à balai au-dessus de ses épaules et une corde autour de son cou. Et s'il répondait mal aux questions, il recevait des coups. C'est ce genre de scène qu'a inspiré Simon Buisson et Olivier Demangel qui ont réalisé un projet vidéo internet sur ce sujet. Pour le moment, seule une bande-annonce n'a été publiée. Regardez. On y va, c'est bon, t'es prêt? Tu filmes là, tu vas, on reprend? Tu vas bien? Je suis content d'être ici, en tout cas, je crois qu'on va s'éclater. On va t'éclater, ouais. Quoi? On va t'éclater, j'ai dit. Vas-y, t'as une mission pour ce soir, un objectif de vie? M'intégrer. D'accord. Pour ce soir, moi je ne vous parlerai pas marketing, je ne vous parlerai pas management, parce que pour l'instant vous êtes rien, vous êtes des merdes. C'est le way qui va vous faire. Je m'appelle Jules, j'ai 19 ans, je suis en marketing. Je viens là surtout pour faire des rencontres avec des meufs par exemple. Avance plus loin, il y a un petit coin. Ça marche, ça marche. Ça marche. Attends! Là, on va se mettre là. Ça va pas. Voilà, allez, on parle un peu d'high-tech à présent, on connaît tous l'enfer. Des téléphones portables puissants, mais qui se déchargent à une vitesse qui n'en finit pas de nous surprendre. Une solution existe peut-être, et c'est un enfant de 15 ans qui l'a trouvé. Il s'appelle Angelo Casimiro, il a conçu un système qui permet de charger le téléphone portable tout en marchant, grâce à un système électrique branché aux chaussures. C'est écologique, c'est innovateur, c'est excitant, mais ça ne marche pas encore suffisamment bien. Selon son créateur, jouer 2 heures au basket ne suffit que pour redonner 10 minutes de vie à votre batterie. Mais bon, il y a de l'idée. Regardez. So what's a smart shoe? Well, a smart shoe is a shoe that establishes a wireless connection with your smartwatch, then sending the results of the number of footsteps that you've taken and your current weight. Any sensor that you can place right into your shoe that could send data. Well, let's say you're a hiker. You like to go camping, go outdoors, and explore the wilderness. And sometimes hikers don't want to get lost. That's why they carry GPS. What if you can place a GPS chip inside your shoe so that when you get lost, you can just press a button, then people can start finding you. Or you can use it at least to send your GPS coordinates to your smartwatch, making it much easier compared to pulling your cell phone or smart device. As a bonus feature, I would like to add a charging capability that would charge USB devices. So when you're outdoors and you don't have access to electricity, you can charge your smartphone with it. Ouais, alors par contre, l'idée de voir des hommes courir pour faire fonctionner des appareils électriques, ça me fait un peu penser à des hamsters qui courent dans une roue, et ça, c'est un peu angoissant. En bref, et avant de passer à l'œil du net, sachez qu'au moins 4 personnes ont été hospitalisées ce week-end en Australie après avoir avalé une drogue appelée Snapchat, comme l'application photo. Et non, il ne s'agit pas d'un phénomène d'addiction aux réseaux sociaux, mais d'une réelle drogue. Ce sont des comprimés de couleur rose et bleue et ils provoquent chez celui qui la consomme des effets tels que des poussées de violence et des pertes de connaissance. Ce serait la première fois qu'une drogue appelée Snapchat serait détectée. Allez, on passe au sujet décalé du jour, c'est l'œil du net.
Alors, les discours féministes, c'est très bien, c'est important, mais celles qui ont envie d'en faire, pensez vraiment à vous mettre bien en scène avant, regardez. Donc si je vais sauter aujourd'hui, c'est pour prouver à tous les hommes qui n'ont pas choisi de filles ou de femmes pour ce défi, que les femmes aussi ont assez de courage pour sauter dans l'eau et ont assez de cran. Voilà. Bon, quand je parle de sauter dans l'eau, c'est pas un petit orteil, hein, mesdames, hein, c'est sauter entière dans l'eau comme des hommes. Voilà, j'en profite aussi pour faire passer un message. Si je saute aujourd'hui, c'est aussi pour lutter contre les inégalités hommes-femmes qui persistent dans notre société actuelle. Voilà, donc je n'ai qu'une chose à vous dire. Allez les filles! Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour de nouvelles infos en provenance du net. Bye! Vous me manquez déjà.